Mais la vague de chaleur que nous traversons, elle, est toujours bien réelle. Heureusement, cette éclipse a permis de faire une pause momentanée hier. Oh oui, alors on retour aux mauvaises Mm. nouvelles aujourd'hui. On apprend par Météo France que la canicule de 2003 a battu, la canicule pardon, de 2026 a battu celle de 2003. La canicule de 2003, elle avait marqué les esprits parce que elle avait été très meurtrière, hein. On lui attribue entre 15 et 20 000 décès. Je vous en avais parlé récemment. Santé publique France avait estimé que la canicule de juin dernier avait déjà causé près de 6 000 décès. Mais ça vous aura pas échappé, on vit des vagues de chaleur en ricochet depuis mai dernier, avec assez peu de répit entre ces 4 vagues de chaleur qui se sont succédées. Je m'avance pas trop donc en disant qu'on risque d'avoir un bilan assez lourd de cet été 2026. L'information communiquée par Météo France aujourd'hui porte sur la durée de la vague de chaleur que nous traversons actuellement. Celle dans laquelle nous sommes atteint maintenant les 17 jours, alors que celle de 2003 n'avait duré que 15 jours. Le record de longueur d'une vague de chaleur en France, c'est juillet 1983 avec 23 jours et en deuxième 2006, juillet 2006 avec 21 jours. On ne devrait pas égaler ces deux records puisque les températures doivent commencer à baisser dès demain dans le nord-ouest de la France avec une baisse qui sera ressentie dans tout l'Hexagone à partir de dimanche. Ces chaleurs, elles sont ressenties dans toute l'Europe. Elles provoquent une vague de sécheresse record. Oui, de nombreux fleuves d'Europe sont à un niveau de débit historiquement bas. La Roumanie a dû mettre à l'arrêt sa seule centrale nucléaire que le Danube ne parvenait plus à refroidir. D'ailleurs, dans le lit du Danube, la sécheresse a révélé une épave nazie. C'est assez marquant. Le faible débit du Rhin aussi pose des problèmes de transport de marchandises par voie fluviale. On peut aussi marcher sur les cailloux du lit du Pô en Italie où ne coule plus qu'un filet d'eau. Et puis en France, une commune d'Alsace a dû être ravitaillée en eau par camion citerne. C'est une scène qu'on avait déjà vue en Irak, hein, mais pas sous nos latitudes en France. Hier, une réunion de crise avait lieu au ministère de la Transition écologique. L'idée était de faire un état des lieux de cette sécheresse exceptionnelle et de tenter de trouver des pistes d'adaptation. On va écouter la ministre. Je peux vous assurer qu'en Bretagne ou dans le Grand Est, des arrêtés sécheresse, c'est peut-être les premières fois qu'ils en prennent. Et donc, il y a un temps d'adaptation aussi, mais nous avons rappelé qu'effectivement, nous souhaitons la plus grande fermeté, nous souhaitons le minimum de dérogation. On a à peu près 3 millions de personnes qui vivent dans des zones en tension. Et donc, c'est surtout ces 3 millions de personnes pour lesquelles nous vérifions constamment le fait que l'eau potable soit bien l'eau prioritaire et qu'aucun autre usage ne passe avant celui-ci. Alors vous allez me dire comment est-ce qu'on s'adapte à ce manque? Eh bien, l'INRAE, par exemple, a listé des pistes dans un article que vous pouvez retrouver sur leur site, inrae.fr. J'ai pas le temps de tout détailler, mais déjà, le bon sens, hein, traquer les fuites, les pertes sur les réseaux d'acheminement d'eau. Ensuite, j'ai trouvé ça très intéressant, ils ont un projet de valorisation de nos eaux usées pour l'irrigation des cultures qui permettrait, en plus de diminuer l'usage d'engrais de synthèse, ça s'appelle la réhute, si ça vous intéresse. Et puis une troisième recommandation de l'INRAE, protéger la qualité, la potabilité de l'eau en protégeant les aires de captage d'eau pour éviter les contaminations diverses aux nitrates notamment. À noter que lundi débute la COP17 désertification, ce sera à Oulan-Bator en Mongolie, une conférence en plein dans les feux de l'actualité. On aura donc l'occasion d'en parler. Le thème, c'est restaurer la terre, restaurer l'espoir. Il serait temps, en effet.